Alors, vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, mais ma première question va encore poser, c'est porter sur la sectorisation, puisque c'est vraiment un point qui est vraiment très, très flou dans les différentes propositions des candidats. Alors là, vous proposez que les dérogations scolaires soient attribuées en fonction de considérations professionnelles. Alors ça m'interroge, donc je vous interroge là-dessus. Bon, moi, par principe, je dirais que je suis a priori contre le principe de la dérogation scolaire. Voilà. Je suis pour le maintien et le respect de la sectorisation. Voilà. Donc ça, c'est un principe général. On sait très bien que ce principe, il est quand même largement contourné. Oui, alors ça, tous les... Vous êtes le troisième à intervenir, donc effectivement, tout le monde l'a souligné, je crois que tout le monde l'a bien en tête. Mais sur justement les considérations professionnelles, les dérogations éventuelles, de quoi s'agit-il? Il s'agit de tenir compte de situations qui peuvent parfois exister, qui nécessitent d'avoir peut-être des ajustements. Ceci étant, bon, je dirais que contrairement à ce qui est écrit dans le document, moi pour ce qui me concerne, parce que cette réponse que vous avez là, c'est la réponse qui a été faite par notre mouvement, donc moi je dirais que je suis peut-être un petit peu, en décalage par rapport à cette position-là, en vous disant que j'estime que par principe, le principe de la sectorisation est un principe qui vise justement à la construction de l'égalité républicaine. Bon. Moi j'habite dans un quartier qui est celui de la Porte de Vincennes, où il y a des différences assez importantes entre les quartiers qui sont plutôt proches des maréchaux et puis d'autres quartiers qui sont un peu plus centraux, et on voit cette stratégie d'évitement, notamment au collège, entre le collège Courteline, par exemple, qui a une très bonne réputation, qui est très demandé, et puis le collège Vincent d'Indy, qui est le collège qui a moins bonne réputation. Bon, ce collège, Vincent d'Indy, c'était non seulement le collège où moi j'ai été scolarisé, mais aussi où ma fille a été scolarisée. Voilà. J'estime que c'est une bonne chose qu'on ait cette mixité et qu'on ait ce principe de sectorisation, avec ce mélange. Et moi je vous dis par principe, je pense que il ne faut pas avoir ces dérogations, et que si dérogation il doit y avoir, elles doivent évidemment se compter, je dirais, être au compte-gouttes et être, je dirais, dûment justifiées. Ce qui est à peu près la situation. Ce qui est à peu près la situation, on va dire, ce qui est à peu près la situation théorique. Voilà. Peut-être pas tout à fait la situation pratique. Alors, sur la réforme d'Éric, vous parlez beaucoup, et puis c'est sur d'autres points aussi, de la commission éducative d'arrondissement. Vous lui donnez de nombreuses prérogatives dans votre projet. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette commission? Et puis, est-ce que c'est pas, vous prenez pas le risque de créer une nouvelle instance et du coup de brouiller une carte qui est déjà complexe dans les différents dispositifs existants? Bon, alors, disons que cette commission, elle s'inscrit évidemment dans le cadre des projets éducatifs locaux qui existent aujourd'hui, qui sont repris dans le projet éducatif de territoire pour Paris. Simplement, ce que l'on dit, nous, c'est qu'il faut aussi pouvoir élaborer... Si vous me permettez de vous interrompre. Alors, vous faites référence au comité de suivi des rythmes éducatifs et non pas à la commission éducative d'arrondissement. J'imagine que c'est ça la réponse, hein, j'en sais rien. Mais ça pose quand même question parce que dans vos réponses à notre questionnaire, vous faites très souvent référence effectivement à cette commission éducative d'arrondissement. Et vous écrivez même: les représentants de chaque école, de chaque collège de l'arrondissement seront tirés au sort ou élus pour le représenter au sein du collège des parents. Alors, déjà, je suis un petit peu surpris sur la notion floue de tirage au sort ou élection. Et puis, par ailleurs, il y a des élections nationales de représentants de parents d'élèves, avec des parents d'élèves qui siègent dans toutes les instances, que ce soit à l'école, au collège, au niveau des CDN, enfin partout. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Marie-Caroline Missire et ce qu'a dit la salle. On est en train de voir un petit peu un empilement administratif sans soutien légal. Enfin, quelle est la réalité légale et quelle réalité opérationnelle imaginez-vous de cette commission éducative? Il y a un flou. Le problème, c'est que c'est repris dans chaque item de réponse. Donc, ça pose question quand même. Alors, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, les textes réglementaires permettent à la ville de Paris de mettre en place un projet éducatif du territoire, chose qu'elle a faite, puisqu'il y a eu la signature de ce PEDT donc en septembre dernier, notamment avec la CAF de Paris, mais aussi avec le rectorat. Sauf qu'aujourd'hui, ce projet éducatif de territoire, il n'est pas décliné au niveau des arrondissements. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse avoir une déclinaison au niveau
de l'arrondissement, de manière à ce que l'on ait la réunion de l'ensemble de la communauté éducative au niveau de chacun des 20 arrondissements de Paris, même si, évidemment, il faut aussi garder la question de l'unité parisienne et de la question de la réflexion sur la mise en place de ce projet éducatif de territoire au niveau du territoire parisien. Simplement, Paris, c'est 2 300 000 habitants. Il y a certains arrondissements qui représentent en moyenne à peu près 150 000 à 200 000 habitants, ce qui est le nombre d'habitants d'une ville moyenne. Et donc, on peut aussi descendre au niveau de l'arrondissement et organiser donc ce projet éducatif de territoire au niveau de l'arrondissement. Alors, on a appelé ça des commissions éducatives locales. Donc, c'est plutôt, on va dire, la déclinaison du projet éducatif de territoire au niveau de l'arrondissement. D'accord, c'est plus clair. Alors, plus globalement, dans la réponse que vous avez donnée à la SIPE, vous entendez former les enfants au développement durable, au numérique, au sport, à l'intégration européenne. Est-ce que c'est pas trop en demander à l'école, qui aujourd'hui ploie sous le poids de programmes énormes? Et puis, est-ce que l'école doit-elle devenir un super programme électoral? C'est un peu l'impression qu'on a quand on lit certaines de vos propositions. L'école forme déjà au sport, elle forme déjà à l'environnement et au développement durable. Oui, l'intégration européenne, le numérique, le sport, le développement durable, le bien manger, bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est vrai que les enfants font déjà beaucoup d'activités dans le cadre de leur temps scolaire, mais je pense qu'un certain nombre de ces activités font déjà partie intégrante de leur formation. Je voudrais revenir un temps sur la question du sport scolaire. On peut bien sûr profiter de l'aménagement des rythmes éducatifs pour développer le sport à travers des activités périscolaires sur ce temps. Mais je veux également que l'on puisse redonner au sport scolaire ses lettres de noblesse qu'il a un petit peu perdues ces dernières années, compte tenu notamment de l'insuffisance des équipements de proximité et des équipements sportifs de proximité que l'on a à Paris. Je veux redonner la priorité à l'investissement sur la construction d'équipements sportifs de proximité, gymnases notamment, ou terrains de sport, de manière à faire en sorte que les enfants n'aient pas besoin de se déplacer pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure pour aller au terrain de sport, qui d'ailleurs sont souvent proches du périphérique où l'air est pollué. Ça, c'est une vraie priorité, et je crois que c'est aussi une vraie différence par rapport à nos partenaires, parce que dans la mandature actuelle, nous avons beaucoup débattu avec eux de la question des choix en matière d'investissement sportif. Quand vous voyez par exemple que ce sont 160 millions d'euros qui ont été mis uniquement sur investissement municipal sur le stade Jean-Bouin, qui va profiter à une équipe professionnelle de 20 personnes pour 15 matchs par an, nous avions défendu un projet qui coûtait quand même beaucoup moins cher, qui était la rénovation du stade, qui aurait coûté 40 millions d'euros. Avec les 120 millions d'euros d'écart, on faisait 20 gymnases de proximité. Donc quand je vois la situation du sport scolaire aujourd'hui à Paris, avec la pénurie d'équipements sportifs qu'on a, et quand je vois aussi la somme d'argent et la puissance financière qu'a la ville de Paris, eh bien, je veux absolument que dans cette mandature qui vient, on redonne la priorité au sport de proximité, aux investissements sur les équipements de proximité, parce que ça n'a pas été fait malheureusement dans les années précédentes. Donc c'est aussi ça, la volonté de redonner donc, la place au sport scolaire. Oui, alors vous disiez dans votre propos introductif que vous souhaitiez que les écoles puissent être ouvertes sur le temps non scolaire. Ça rejoint d'ailleurs une proposition d'une autre candidate qui propose d'ouvrir également les cours, les préaux, les écoles. Donc moi, la question que je voudrais savoir, c'est mutualiser les cours des écoles, c'est bien, mais en même temps, ce ne sont pas des espaces verts. Notamment, on se dit, on va les ouvrir dans les quartiers qui manquent le plus d'espace collectif pour les jeunes, pour les familles. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire à la fois de nouveaux espaces qu'on peut ouvrir et puis des vrais espaces verts dans les cours? Qu'est-ce que vous proposez en termes d'innovation, d'architecture scolaire? Est-ce que vous avez déjà dans vos dossiers, dans vos cartons, toutes les solutions opérationnalisables, un manque de mètres carrés, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et j'ai des propositions très précises. Je dirais face à une question de la salle qui demande si vous allez installer des potagers dans les cours d'école et de collège. Toiture végétalisée, murs végétalisés, enfin on fait comment, très concrètement? Alors, dans notre projet, on a effectivement fait cette proposition, une école, un carré potager. Bon, alors ça peut paraître un peu utopique, iconoclaste,
mais c'est une proposition qui est en réalité assez sérieuse. Vous savez, à Paris, moi c'est une amie qui habite en province qui m'a dit ça, on se rend beaucoup moins compte de la question des saisons à Paris qu'en province. On peut très bien avoir 14 degrés au mois de janvier, et puis 15 degrés au mois d'août, et puis finalement on ne se rend pas bien compte à travers les saisons justement de la saisonnalité et des différences entre les saisons. Et les enfants qui sont nés et qui vivent toute l'année à Paris, qui n'ont pas forcément, pour certains d'entre eux, la chance de pouvoir partir en vacances, finalement se rendent très peu compte de ces questions. Et ils n'ont quasiment pas la possibilité de voir des animaux de ferme, ils n'ont quasiment pas la possibilité de voir des légumes pousser, et ils ne se rendent finalement pas compte de la question des saisons, surtout si en plus leur alimentation est une alimentation qui provient de supermarchés avec des produits qui ont été préalablement déjà transformés. Donc l'idée c'est aussi de réintroduire cette notion de saison à travers donc, une éducation qui peut se faire, une éducation à l'environnement, une éducation au jardinage, qui peut se faire donc, dans le cadre de l'institution scolaire, en tout cas dans le cadre de l'enceinte des écoles. Donc c'est une proposition qu'on fait, c'est évidemment pas forcément faisable partout techniquement, mais en tout cas ce serait un moyen aussi de retrouver un lien avec la nature, un lien fort avec l'environnement, et puis c'est aussi, en termes éducatifs, un levier qui nous semble tout à fait intéressant. Alors on a une autre question de la salle sur le développement du numérique, et notamment sur les dispositions que vous comptez prendre pour protéger les enfants des ondes électromagnétiques. Alors, je peux parler d'une proposition de loi qu'a faite une députée écologiste qui s'appelle Laurence Abeille, qui est particulièrement impliquée sur la question des ondes électromagnétiques. Proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et donc qui va être débattue au Parlement, et dans lequel elle propose de limiter l'exposition aux ondes pour les publics fragiles et en particulier pour les enfants. Alors, elle a obtenu qu'on ait l'interdiction du Wi-Fi dans les crèches, mais par contre, elle n'a pas obtenu que l'on ait l'interdiction du Wi-Fi dans les écoles maternelles. Et là, franchement, quand même, je m'interroge. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir du Wi-Fi dans les écoles maternelles? Comment vous articulez ça avec le développement du numérique? Alors, on peut très bien développer le numérique, y compris dans les maternelles, même si ça pose débat et ça pose question, parce qu'on pourrait se poser la question de savoir s'il faut absolument que les enfants aient des tablettes dès l'âge de 3 ans. C'est une question qui, à mon avis, mérite d'être posée. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue pédagogique, même des ordinateurs, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément absolument besoin de développer le numérique tous azimuts dès l'école maternelle. Mais alors peut-être, excusez-moi, c'est moi qui suis peut-être vieux jeu, j'en sais rien, mais je ne suis pas convaincu en tout cas de ça. Et en plus, si on devait absolument le faire, en tout cas c'est la volonté du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, qui veut développer le numérique à l'école maternelle, quel besoin a-t-on de le faire avec le Wi-Fi? Dans ce cas-là, on peut très bien avoir des connexions filaires, donc sans que l'on ait des émissions d'ondes. Donc qu'on développe le numérique, bien sûr, bien évidemment, je ne suis pas du tout rétif au fait d'utiliser le numérique, et d'ailleurs je vois bien, parce que j'ai moi-même une fille qui est adolescente, je vois bien qu'aujourd'hui les jeunes ont un rapport au numérique qui est radicalement différent du nôtre et que c'est une génération numérique.